Salut Julien, Salut Alexis. comment vas-tu? Ça va super, merci. Et Cool, toi? cool. Merci d'être là. Beaucoup de personnes qui suivent le podcast savent que je suis assez inspiré par toi. Pas dans la version fantasmée, comme on va pouvoir peut-être évoquer, mais sur la dimension vraiment de ton parcours. Euh, je sais que c'est un exercice assez difficile, ce que je vais demander. Euh, Si tu devais te présenter, ou du moins partager un truc sur toi, ce serait quoi? En, en combien de temps? Je Parce que sais je que vais t'es pas te faire la bavard. même présentation si C'est j'ai vrai que 10 t'es minutes ou si bavard. j'ai 30 secondes. Bah, je sais pas, tiens, en une phrase. Ok. Je suis un être humain qui est profondément passionné par la compréhension de pourquoi on est là et comment est-ce qu'on maximise cette expérience-là. Et donc, du coup, je passe ma journée et ma vie à essayer de comprendre ça et le retransmettre. Ok. Je trouve que c'est une belle image de ce que je vois. Et ça va me permettre de discuter un petit peu sur un premier pilier du podcast, c'est un petit peu de ton parcours. Et la première question, c'est que là, tu te présentes comme ça aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu as toujours été comme ça ou toujours eu cette vision-là? Non, je pense que il y a eu plein de, plein de, plein d'étapes. Je pense que jusqu'à 15 ans déjà, ma vision, elle était... j'étais un joueur de tennis, c'est comme ça que je me définissais. Ok. Je jouais au tennis, voilà, j'adorais ça. Et d'ailleurs, je me posais pas trop de questions sur la vie, tu vois. Je faisais ce que j'aimais, j'avais une vie que j'aimais beaucoup, c'était très cool. J'allais à l'école, j'attendais une chose, c'était de jouer au foot à la récré à l'école et puis sortir de l'école pour aller jouer au tennis. Donc le sport était quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi et j'étais très heureux, on va dire. Et puis, jusqu'à 15 ans, c'est ce qui s'est passé. J'avais peut-être l'ambition de gagner certains tournois, de tout ça. Voilà, toute ma vie évoluait autour du tennis. Et puis, à mes 15 ans, je me suis blessé. Enfin, non, c'est pas vrai. Il s'est passé plein de choses. Enfin, plein de choses qui ont amené petit à petit. On peut rentrer dans le détail si on veut, mais c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, plein de détails petit à petit qui m'ont amené à ce que le tennis prenne moins de place dans ma vie et à ce que petit à petit je lâche le tennis. Ce qui m'a amené à ce que ma priorité soit pas quelque chose qui m'inspire, mais quelque chose que j'avais un peu l'impression de subir, mais sur lequel je voyais pas d'autres possibilités. Et à cette époque-là, ma priorité, c'était réussir mes études parce que c'est comme ça dans ma famille que on devait réussir sa vie, en fait, en tout cas qu'on Mhm. maximisait les chances de réussir sa vie. Donc, sans trop me poser de questions, c'est ce que j'ai essayé de faire, réussir mes études, sauf que j'ai eu une chance ou un problème, ça dépend comment on le voit. Ma chance, c'est que j'ai vécu énormément de symptômes là-dedans. C'est-à-dire que je, c'était, je faisais beaucoup de compulsions alimentaires au point de me faire vomir. Je passais mon temps à manger puis me faire vomir. Je n'étais pas à l'aise avec les gens. J'avais pas vraiment d'amis, j'avais pas de copines. Et puis, même à l'âge de 20 ans, j'ai failli mourir sans raison, tu vois. Mais en tout cas, un jour, Ok. je me retrouve, j'ai mal au ventre. Et puis, j'appelle le médecin le soir et le médecin vient, il me dit non, c'est juste. Vous devez être constipé, monsieur. Ok, bon, bah, pas de problème, je suis constipé, tu vois. Et puis le lendemain, j'ai de plus en plus mal, mais vraiment au point qu'à 17 heures je dis, au point à 11 heures je vais faire une radio et je tombe dans les pommes à 11 heures je vais faire une radio, il n'y a rien sur la radio, ils voient rien, tout ça. Et puis ils me disent, bon, bah, tant pis, ça doit effectivement être, vous êtes constipé. Et puis à 17 heures euh, là, je vais chez ma mère et je dis à ma mère, franchement, j'en peux plus en fait. J'en peux plus, emmène-moi aux urgences, fais quelque chose, quoi. Et on va aux urgences et là, ils me mettent la dose de morphine maximale et j'ai toujours mal. Et je me souviens toujours de ce moment où je dis à ma mère, mais franchement, la douleur, elle est insupportable. Tire-moi une balle dans la tête, fais quelque chose, mais j'en peux plus, je peux pas supporter ça. Et heureusement, ils m'opèrent en urgence. Et là, les médecins se rendent compte qu'en fait, j'ai fait une hémorragie interne et que à 30 minutes près, j'étais mort, en fait. Ok. Et derrière, à ce moment-là, je pense que c'est un des premiers événements qui m'a vraiment fait me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment faire et que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Et puis,
ce moment-là, je pense qu'en sortant, j'ai eu plus de gratitude déjà de ma vie. Et rien que le fait de pouvoir remarcher, parce que j'étais en fauteuil pendant 7 jours, je pouvais pas marcher pendant 7 jours. Ok. Je me souviens que rien que ça a été déjà un pas dans ma vie de réaliser, j'avais 20 ans à l'époque, et de réaliser, waouh, en fait, c'est précieux de marcher, c'est précieux ouais, de juste pouvoir vivre. Et puis, je crois qu'à cette époque-là, il devait me rester 1 ou 2 ans d'études, je les ai quand même terminés, mais ça, on va dire, semé une petite graine. Et puis, mais j'avais toujours mes addictions, j'avais toujours tout ça, tu vois, et je Ok. savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, 1 an plus tard, je finissais mes études et j'étais toujours assez mal dans ma peau. Je trouvais pas ma place dans l'endroit dans lequel j'étais, tout ça. Et là, je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin, dans lequel il disait que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et au moment où je lis cette phrase, pour moi, c'est une révélation. C'est comme si tout s'éclairait. Et c'est comme si je comprenais pourquoi est-ce que je vivais tout ce que je vivais depuis 7 8 ans, qui était juste un symptôme pour me laisser savoir que j'étais en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et ce qui est dingue, c'est que à partir de ce moment-là, ma priorité a été de me demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'aimerais être, faire, avoir si tout était possible, si j'avais pas de Mhm. limites. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai complètement réorganisé ma vie. Euh, j'ai arrêté mes études, j'ai refusé un CDI, j'ai déménagé, bref, j'ai tout changé. Et en l'espace de quelques semaines, ben, mes symptômes avaient diminué de 95%. Et ça a été vraiment pour moi une libération. Et à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai pris différentes identités, mais à Ok. travers un état interne beaucoup plus agréable. Ok. C'est c'est fascinant déjà de voir, hein, ce que tu partages et merci déjà pour ça. Parce que moi derrière j'y vois un truc assez intéressant, c'est l'identité que tu nous as présentée il y a quelques minutes. Elle n'a pas tout le temps été là. Non, Alors certes il y a des événements qu'on fait que, mais ça prouve aussi que je sais pas, tu as entre 28 et 30 ans peut-être aujourd'hui, peut-être un petit peu plus. En tout 31. cas, ok. En 15 ans, on voit qu'il y a différentes casquettes, différentes identités que tu t'es présentées. Je sais que tu as moi, je connais plus ton parcours d'entrepreneur quand tu avais leader de ton marché et que Ouais. maintenant tu développes sous une autre casquette, on va dire. Ce que j'apprécie, c'est que tu montres aussi à tout le monde que c'est pas fixe, Mhm. que c'est pas grave et que c'est OK. C'est, pour moi, c'est super important parce que je vois beaucoup de personnes qui restent en fait dans Ouais. leur identité en se disant non, c'est celle-ci, il faut que je la garde, c'est un peu précieux, c'est mon sésame. Et en fait, si je regarde un peu ton parcours, j'ai l'impression que chaque étape, malgré le fait que ça soit fait dans la douleur, même si on peut philosopher sur les dimensions de douleur ou de souffrance, mais Bien sûr. finalement, à chaque fois, t'en es arrivé là, pas à cause, mais grâce à tout ce que tu as vécu. C'est clair. C'est clair. Et effectivement, tu le dis, notre identité évolue. Et notre identité évolue en fonction de notre hiérarchie de valeurs. Et ce qui est notre valeur la plus haute, ce qui est notre valeur la plus haute devient notre identité. Et à certains moments, on peut rester effectivement bloqué dans une certaine identité parce qu'elle nous apporte en tout cas des bénéfices qui sont perçus. Et on ne peut pas lâcher ces bénéfices, on ne peut pas perdre ce que cette identité nous apporte. Mais si je veux pas, avec ma tête, recréer un- une direction qui est plus juste pour moi, mon corps va envoyer des symptômes de toute façon pour me laisser savoir que je suis en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Puisque si je garde une direction qui ne m'inspire plus juste pour certains bénéfices, probablement que je suis en train d'injecter les valeurs de quelqu'un d'autre. Donc, tu as un parcours d'entrepreneur et le podcast parle beaucoup aux entrepreneurs, en tout cas, c'est parce que ma communauté est dessus. Tu as commencé l'entrepreneuriat assez jeune. Tu as fait d'abord du coaching, après tu as fait de la formation en ligne, si ma mémoire est bonne, et des petits programmes. Ensuite, tu as fait plutôt tout ce qui est mastermind et développement de business. Après, tu as eu d'autres pivots. On pourra en parler un petit peu, mais comment tu as vécu finalement ces différents changements au fur et à mesure? Euh, pour moi, ça a été. C'est plus dur pour les gens qui m'entouraient. Tu dis que Parce ça a que, été, c'est vers quoi? bah, pour moi, c'était cool, tu vois. Genre, je suis quelqu'un qui aime beaucoup
créer, démarrer de nouvelles choses. Hmm. Je me nourris beaucoup de ça. Je me nourris beaucoup moins de maintenir quelque chose qui existe déjà. Je Ok. m'ennuie très vite là-dedans. Donc, ça a toujours été, enfin, ça a été agréable et je trouve que on croit que l'épanouissement se trouve dans l'atteinte d'un objectif, mais quand tu regardes, ce qui nous remplit réellement, c'est de poursuivre un objectif. Faire le chemin est beaucoup plus inspirant et beaucoup plus nourrissant que d'arriver en haut, parce qu'une fois que tu arrives en haut, enfin, tu te dis, OK, et maintenant, so what, quoi, tu vois? Et donc, ouais, pour moi, ça a jamais été, ça a toujours été enthousiasmant de redémarrer de zéro. Et d'ailleurs, peut-être qu'inconsciemment, je m'arrange pour redémarrer de zéro tellement ça m'enthousiasme. Mais ça, c'est une autre question. Ok. J'aime bien ce que tu partages. Et c'est vrai que jamais tu l'as. Le mot jamais était un peu fort, mais t'as t'as pas eu cette sensation de changer par obligation. À chaque fois, c'était vraiment un choix de ta part Ah ouais, de voir une carrément. évolution de marché ou. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'est ce qui perturbe beaucoup les autres. C'est que j'ai toujours changé en ayant quelque chose qui marche. Ok. Et c'est ce qui fait peur aux gens autour de moi en général. C'est Mhm. que je change parce que juste à l'intérieur, ça fait plus sens pour moi. Et je peux changer à tout moment. Donc, tu vois, pour mes équipes, pour les gens autour de moi ou quoi, ça fait flipper parce que tu sais jamais quand Julien va changer. T'as pas le temps de t'y préparer. Puisque si tu vois qu'un produit décline en chiffre d'affaires ou quoi, tu peux savoir. Mais moi, en fait, c'est pas ça mes indicateurs. Mes indicateurs, ils sont plutôt de quel est mon élan et à quel point j'ai envie de poursuivre ça. Donc ouais, c'est assez perturbant pour les gens autour de moi, plus que pour moi. Ok. Qu'est-ce que ça te fait que ça soit perturbant autour de toi? Est-ce que ça te touche ou est-ce que bah, ça, c'est comme ça? Euh, non, ça me touche pas. C'est pas que ça me. En fait, j'aimerais pouvoir fonctionner autrement. Parce que je pense que c'est plus facile pour diriger une équipe, c'est plus facile pour structurer un business, mais juste, je ne peux pas en fait. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai appris à vivre avec le prix à payer de ça et les gens qui travaillent avec moi sont au courant de ça. Et de toute façon, les gens qui travaillent avec moi sont également, en général, inspirés par ça, tu vois. Ça peut être challengeant, Hmm. c'est pas évident, mais c'est aussi ce qui les inspire de travailler avec quelqu'un qui, sur lequel il dirige les choses avec quelque chose de profondément vivant. Ok. Ça a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu as Non, fait des non, pas du pivots tout. importants? Non, pas du tout. Je pense que en fait, jusqu'à 23 ans, jusqu'à 22 ans, enfin, si, il y a toujours eu un peu de ça, Ok. mais euh, comme je manquais de confiance en mes compétences externes et internes, tu vois, en mes Mhm. ressources externes et internes, bah, forcément, je restais dans des trucs sécurisants. Mais à partir du moment où, en fait, où j'ai pris confiance dans mes compétences, de un, et surtout, j'ai pris confiance que quoi qu'il m'arrive, ce sera une opportunité, bah, ça t'ouvre un champ de liberté qui est dingue. Et c'est un truc sur lequel c'est un message que j'essaie de partager au maximum, c'est l'idée que la véritable liberté, elle n'est pas externe. La véritable liberté, elle est interne et elle vient de ta capacité à embrasser tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si tu crées une liberté qui est externe, basée sur de l'argent, basée sur certaines conditions à l'extérieur, en fait, tu es plus enfermé que n'importe qui parce que maintenant, tu ne peux plus aller ailleurs que dans ton illusion de liberté. Donc, euh, donc ouais, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir fonctionner comme ça, c'est c'est cette liberté intérieure que j'ai développée. Ok. Comment on développe ça? Je pense Comment toi que tu l'as développé en fait? Est-ce que tu as rencontré des courants de psychologie et tu t'es ouais, formé là-dessus? Ou est-ce que c'est bah, je me aussi avec suis toutes tes formé, mais je lectures? pense que il y a deux niveaux de compréhension. Il y a un premier niveau qui est mental, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le développement personnel en mode bah, tout est parfait et des discours comme ça, tu vois, qui sont compris à un niveau mental. Euh, et, euh, et un autre niveau qui est un niveau qui est vécu et tu le ressens dans tout ton corps. Et pour moi, ça dépend de ta capacité à avoir confiance, une confiance inconditionnelle dans le futur, dépend de ton amour inconditionnel pour ton passé. Puisque au plus est-ce que tu as de charges à propos de ton passé, quand je dis de charges, c'est de choses sur lesquelles tu dis, ah, ça aurait été mieux comme ça. Donc, de ressentiment par rapport à des choses qui sont passées, de honte par rapport à des choses que tu as faites, de culpabilité par rapport à des choses que tu as faites.
euh, de colère et de frustration par rapport à des choses qui t'ont été faites, au plus est-ce que tu as ça, au plus est-ce que tu vis dans un monde dans lequel on peut se tromper, dans lequel il peut y avoir des erreurs, dans lequel tu peux faire des erreurs. Et forcément, c'est un paradigme, une vision du monde qui fait que le futur reste quelque chose de dangereux. Au plus est-ce que tu vois que, quoi que tu fasses, il y a un ordre qui va au-delà de ce que tu crois être bien ou mal, et qu'il y a toujours une perfection dans tout ce que tu fais, mais pas à un niveau mental. Tu vas voir dans les événements que tu percevais les plus catastrophiques de ta vie, et tu réalises vraiment dans ton corps que ils étaient parfaits pour toi, mais pas à un niveau mental. C'est-à-dire que tu vas au bout, peu importe les outils que tu utilises, et que tu sens ton cœur s'ouvrir quand tu vois ces endroits-là, au plus est-ce que ça t'amène une forme de gratitude pour le présent et une inspiration pour le futur libre de peur, puisque tu es juste connecté à qu'est-ce que j'ai envie et tu sais, c'est pas tu te dis, c'est tu sais que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera une opportunité pour te révéler. Et dans cet endroit-là, il n'y a plus les voix du contrôle, les voix de la peur qui te guident. Il reste plus que la petite voix intérieure qui te dit, bah tiens, t'as envie de ça, vas-y. Ok. J'adore ce que tu partages et je te remercie beaucoup. Je remercie vraiment aussi pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode parce qu'il y a quelque chose de très profond dedans. Je voyais beaucoup de principes de dépolarisation, mais parce que je connais ça de loin et que toi, je pense que si ma mémoire est bonne, tu es l'ancien colloque de David, qu'il a mis aussi beaucoup en avant. Qu'est-ce que ça change? Et en tout cas, la question que j'étais posée autrement, c'est qu'est-ce que ça changerait pour des entrepreneurs d'avoir ce mode de pensée-là, qui est en mode, si tu vois tout le cadeau qu'il y a dans le passé, même les plus difficiles épisodes que tu peux avoir dans ta boîte ou dans ta vie, qu'est-ce que ça peut changer pour un entrepreneur d'avoir cette vision que tu viens de partager là? Absolument tout. Déjà, la première chose que je fais faire à des gens que j'accompagne qui développent un business, c'est les amener à se poser la question de quels seraient les bénéfices s'ils redevenaient salariés. Parce que tu peux pas diriger ton business avec ton cœur si tu as peur de revenir, de redevenir salarié à tout moment. Et tu peux réellement écouter ta petite voix à l'intérieur que si tu es libre de redevenir salarié. Donc, Ok, pour moi, c'est un des premiers exemples que je peux donner. C'est, pour te donner l'exemple, pour aller au bout de l'exemple, en 2018, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2015, je crois, ou début 2016, je sais plus, quelque chose comme ça. ok, Ça faisait 2 ans que j'étais entrepreneur. Je faisais entre, je sais pas, 3 et 5 000 euros par mois, mais je vivais avec assez peu. Je vivais avec 800 euros par mois, donc ok, enfin, ça allait. J'avais de l'argent, je n'étais pas dans une difficulté, mais par contre, il se passait pas un jour sans que j'aille vérifier combien j'avais sur mes comptes, sans que je me dise, putain, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'argent? Dès que pendant 2 heures, je faisais pas de vente, c'était une angoisse, tu vois, et je repartais dans des putains de scénarios et je m'agitais pour faire une vente maintenant. Et j'en avais marre parce que c'est pas agréable comme sensation. Tu vois, en fait, tu vis dans la peur constamment. Tu as développé un business pour être libre, mais en réalité, tu es plus enfermé que jamais. hmm, Et puis, un jour, j'en ai eu marre. Et je me suis posé et je me suis demandé, ce serait quoi les bénéfices si demain tu faisais faillite? Et au début, j'avais pas de réponse. Et puis, au bout de 2 minutes, je me dis, bah, en fait, déjà, si je faisais faillite, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais? Ben, la première chose que je ferais, j'avais un carrefour juste à côté de chez moi, chez lequel j'allais faire mes courses. Et en fait, c'était un carrefour sur lequel ils recrutaient tout le temps. Dès que j'y allais, chaque fois, il y avait, nous recherchons un vendeur sur le truc et tout. Je me disais, bon, bah, en fait, j'irais travailler chez Carrefour 25 heures par semaine. Ça me rapporterait 1 400 euros par mois. Et puis, je rentrerai à 17 heures ou 18 heures chez moi. Et puis, je ferai quoi à 17 heures ou 18 heures? Bah, je continuerai à faire des vidéos. Et ça serait quoi le bénéfice? Bah, en fait, ça me rendrait encore plus inspirant parce qu'aujourd'hui, les gens me disent oui, mais c'est facile, Julien, parce que tu es entrepreneur. Nous, on n'a pas le choix, on est salarié. Donc, ça me donnerait en fait une opportunité de toucher plus de monde. Ça me donnerait une opportunité de toucher plus de monde. Ça me donnerait une opportunité que les gens se disent pas euh, ah oui, mais c'est facile pour lui parce que tout ça. De toute façon, ça rendrait mon histoire encore plus inspirante parce que je continuerai ce que je fais et dans 10 ans,
Quand je raconterai mon histoire, je dirais que j'ai dû redevenir salarié, j'ai dû reprendre un taf chez Carrefour. Et à ce moment-là, je me suis dit, et je continue l'exo comme ça jusqu'au bout. Et à la fin, je me dis, en fait, ça serait presque mieux pour toucher plus de personnes que je doive redevenir salarié et que j'ai une phase où je redevienne salarié. Et ce qui est assez rigolo, c'est que euh, j'ai pas eu à redevenir salarié, mais 8 mois plus tard, après avoir été au bout de cet exercice, je générais 100 000 € par mois. Pourquoi? Parce que, bien sûr, j'avais les compétences et je suis pas en train de dire que juste si tu te poses cette question-là, demain, tu fais 100 000 € Ouais, par bien mois. sûr. J'avais toutes ces compétences qui étaient disponibles, mais j'avais tellement d'énergie, de pensée, de temps, de focus, de ressources internes qui étaient gaspillées à m'inquiéter, à être stressé, à avoir un système nerveux dérégulé, que à aucun moment je pouvais accéder à des réelles solutions. À aucun moment je pouvais avoir une idée qui me permette de vivre autre chose. J'étais bloqué dans une certaine façon de penser et dans une façon limitée de jouer où il faut pas que je prenne trop de risques, il faut que je fasse toujours la même chose parce que ça, c'est sécurisant. Et je jouais tout petit, en fait. Génial. En fait, tu viens de casser une barrière. Alors, moi, je pense que ton message me fait du bien parce que non, mais en fait, ça désacralise en fait la dimension. Je suis entrepreneur, donc je dois le rester. Et je pense, en fait, là, tu mets le doigt sur je trouve un défaut que je vois beaucoup chez mes clients. Et c'est pas un défaut négatif, on a l'impression que si on prend cette carte, cette identité d'entrepreneur, euh, et qu'on retourne dans le salariat, en fait, on a perdu quelque chose. Mhm. Et les gens se rendent pas compte. Et à travers ton message, c'est super puissant. C'est finalement, il y a une question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a gagné aussi à être entrepreneur, même si c'est 1 an, 2 ans, en fait. C'est clair? Et là, tu désacralises beaucoup de choses. Et surtout, tu montres en fait que plus tu as de l'amour pour ce que tu vis, plus ça lâche, je veux dire, ça lâche les chevaux, mais plus en fait tu permets, c'est comme si en fait ton cerveau il s'ouvrait, Bien sûr. et que tu avais toutes les ressources que de toute façon on a tous en nous, les compétences peut-être à développer, mais en gros c'est comme si tu accédais à pas une partie supérieure, mais en gros les synapses ils s'ouvrent, et là tu as beaucoup plus d'informations qui circulent, non pas que les informations circulaient pas avant. C'est simplement qu'en fait, là, tu es en mesure de les capter parce que de toute façon, dans les deux cas, c'est-à-dire faillite, retour au salariat, ou poursuivre dans l'entrepreneuriat, on est gagnant. Et j'apprécie en fait ce message qui est pas forcément tout le temps véhiculé dans l'entrepreneuriat, et je pense qu'il aiderait énormément de personnes, C'est clair. qui est en fait, c'est pas, t'es entrepreneur, si tu fais faillite, c'est un problème. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont dû écouter des épisodes que j'ai fait avec Alexia Cornu, qui a vécu quelques années aux États-Unis, qui m'a dit, bah, c'est pas compliqué. Elle a été dans le monde des startups. En tout cas, elle a coaché des personnes qui étaient dans le monde des startups, elle me disait, en fait, aux États-Unis, ils donnent encore plus d'argent lorsqu'ils lèvent des fonds aux gens qui ont échoué. Et on voit bien une dynamique totalement différente. Euh, Attends, je te coupe parce que je Vas-y. veux juste préciser une nuance sur le message. Euh, c'est que, attention au chat qui se mord la queue dans la réflexion. Je t'explique pourquoi. Ouais, vas-y. Parce que euh, la question, euh, elle est pas en quoi est-ce que faire faillite m'aiderait à réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi elle n'est pas ça? Pourquoi elle n'est pas ça? Elle n'est pas ça parce que, en fait, si tu te poses cette question, tu continues à penser dans ta boucle que réussir dans l'entrepreneuriat, c'est bien et ne pas réussir dans l'entrepreneuriat, c'est mal. La Ok. question, elle est en quoi est-ce que faire faillite m'aiderait à faire ce que j'aime et réaliser ma mission sur Terre? Qui est une question qui est complètement différente dans le sens où réussir dans l'entrepreneuriat, c'est une forme, c'est quelque chose de limité. C'est une forme qui est limitée dans laquelle tu mets des conditions pour être épanoui. Hmm. Alors que vivre ta mission et faire ce que tu aimes le plus dans la vie, ça, ça peut prendre toutes les formes que tu veux.
Et ça te donne beaucoup plus de liberté lorsque tu vis ta vie pour non pas réussir, qui est un code social, qui est quelque chose qui est injecté par quelqu'un d'autre, mais quand ta, ta priorité, c'est de faire ce que tu aimes et de vivre ta mission dans la vie. Puisque ça, tu peux le faire à tous les endroits. Par exemple, pour moi, ma, ma, ma mission et ce que j'aime le plus faire, c'est comprendre comment est-ce qu'on fonctionne profondément, comment est-ce qu'on peut se libérer de la souffrance et vivre une vie qui est épanouie. Ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ça n'a pas de forme. Je peux le faire dans 12 000 contextes différents. Je peux le faire aujourd'hui avec toi, sous une forme, je transmets ça. Je peux le Mhm. faire en lisant un livre, mais je peux aussi le faire si demain je suis salarié. C'est-à-dire que si demain je suis salarié et que je vais travailler chez Carrefour, imaginons, en fait, je vais continuer à vivre ma mission. Parce que je vais faire quoi au moment où je vais voir quelqu'un qui a l'air un peu déprimé, au moment où il est à la caisse, si j'ai un peu de temps? Je vais lui poser une question et je vais lui demander comment est-ce que je peux l'aider. Et du coup, ça donne une toute autre dimension à ta vie, puisque tu te rends compte qu'en fait, ce que tu aimes profondément et ce que tu es profondément, tu peux le faire peu importe le contexte. Et pour moi, c'est ça la liberté, c'est lorsque tu crées les conditions pour faire ce que tu aimes et exprimer ta lumière, peu importe où est-ce que tu te trouves, peu importe le contexte dans lequel tu te trouves. Et c'est uniquement comme ça que tu peux accéder à une véritable liberté, selon moi. Génial. Tu viens de désacraliser le fond et la forme. Ouais, C'est-à-dire, en gros, ta mission de vie, tu peux la faire vivre, en tout cas, tu peux l'incarner, tu peux lui donner vie de la manière dont tu veux, et c'est pas la forme qui est super importante, c'est comment toi tu te sens le plus à l'aise, peut-être même à un instant T, de donner vie. Ça peut être par exemple, en tant que salarié, peut-être soit dans la mission que tu as en tant que salarié, soit avec tes collaborateurs. Ça peut être avec une association, ça peut être avec tes enfants, ça c'est peut être en clair. tant qu'entrepreneur. Et en fait, il y a vraiment une différence entre le fond et la forme, ce qui fait beaucoup de bien aussi, Ouais, de nous rappeler que l'entrepreneuriat, c'est une forme, c'est une une forme, manière de mettre en place ça. carrément. Et il y a un paradoxe en plus, c'est que au moment où j'apprécie et j'aime la forme qui m'est donnée, c'est là où je manifeste la forme que je désirais à la base. Je te donne un exemple. Si, si je, si j'arrive chez Carrefour, je reste sur mon exemple, hein. Si j'arrive Vas-y. chez Carrefour et que je suis connecté à ma mission et j'ai de la gratitude pour l'opportunité qui m'est donnée d'avoir des gens face à moi, d'avoir des clients face à moi, et de pouvoir leur parler si j'ai envie de leur parler, et de pouvoir les aider à se libérer de la souffrance, si j'ai envie de les aider à se libérer de la souffrance, bah, en fait, je vais être enthousiaste du coup quand je vais leur parler. Je vais être présent, je vais être inspiré. Et eux, ça va faire une différence dans leur vie. Et puis, si je fais une différence dans leur vie dans une discussion de 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 minutes? Ils vont me dire, mais vous avez, vous avez un talent, vous avez fait quelque chose. Comment est-ce que vous avez pu faire ça? Et là, je vais dire, bah, écoutez, en fait, avant, c'était mon métier. Et puis, j'ai pas réussi à en vivre. Et puis, aujourd'hui, je travaille ici. Du coup, en attendant de réussir à en vivre. Et la personne va me dire, OK, mais en fait, comment je pourrais avoir plus souvent ce genre de conversation avec vous? Ah, bah, écoutez, le soir, à partir de 17h, je fais du coaching. Et, et comme ça, de plus en plus, la forme que je voulais à la base se manifeste. Alors que si j'arrive, et je suis chez Carrefour, hein, non, mais moi, de toute façon, je voulais être entrepreneur, puis là, j'ai raté ma vie, puis je suis à la caisse comme ça, et je fais mon travail, et puis quand les gens me donnent 1 euro, je suis en mode, vas-y, tiens, prends tes 20 centimes, casse-toi. Tous ces trucs-là, en fait, j'attirerai jamais, et je créerai et j'attirerai jamais d'opportunités. Donc, c'est le paradoxe, c'est que au moment où j'apprécie la forme qui m'est donnée, c'est aussi le moment où je suis en train de créer la forme que je désire le plus. C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant parce que déjà, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup ce discours-là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment la mission du podcast aussi, c'est d'aller chercher des discours différents. Et c'est d'aller voir aussi comment, en fait, les réussites, et c'est vraiment génial parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de partager, en fait. Toi, on partage un peu les coulisses de la réussite, mais sans, en fait, avoir l'obligation de la forme qui est l'entrepreneuriat. On se rend compte que finalement, il y a vraiment une distinction à faire entre le fond et la forme. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel l'entrepreneuriat est devenu une espèce de propagande qui permet la propagande d'une fuite d'un environnement que tu n'aimes pas. Et dès Ok. lors que tu fuis un environnement que tu n'aimes pas, tu vas juste continuer à recréer les mêmes circonstances sous une forme différente. Et, euh, et pour moi, ça fonctionne pas. Je crois que
la seule manière de s'épanouir en tant qu'entrepreneur, c'est de le faire parce que tu te sens appelé à le faire. Pas par les récompenses que ça t'apporte, pas par les résultats que ça t'apporte, mais parce que vraiment dans ton cœur, tu peux pas, tu veux utiliser ta vie à ça. Je dis pas que c'est le seul moyen de réussir en tant qu'entrepreneur. Tu peux réussir en tant qu'entrepreneur en voulant fuir une situation que tu veux pas, en voulant fuir un manque d'argent, en voulant fuir un patron, en voulant fuir l'autorité, en voulant fuir un manque de liberté. Tu peux le faire, mais tu seras Ok. jamais épanoui. Et je fais un parallèle avec tout ton parcours. C'est à une époque, en tout cas, tu avais une entreprise, je ne sais pas si c'était une entreprise ou en tout cas un système qui s'appelait leader de ton marché. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que tu penses maintenant, avec tout ce que tu as pu apprendre par rapport à tout ce qu'on vient de partager là, que devenir leader de son marché, une des conditions, c'est d'avoir cette dépolarisation en fait pour réussir, il faut que ça soit que ça et lâcher en fait l'obsession de devoir faire d'une certaine manière? Euh, non, je Juste une pense petite pas. précision, quand je parle de vraiment leader de son marché, c'est des personnes qui restent leaders de leur marché pendant un certain temps. Tu vois, je sais que tu côtoies beaucoup David, par exemple, David Laroche, ou d'autres personnes dans des industries qui sont très très haut placées et qui restent en fait pendant 10 ans là. C'est ce type de leader-là que je questionne. Je suis pas sûr. Par Ok. contre, euh, si tu veux le faire et que ta face publique soit la même que la face privée, oui. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que tu as plein de gens que tu vois être leaders de leur marché, et qui te racontent qu'ils sont très heureux. Mais moi, je les vois en mastermind ou je les vois en coaching. Et en fait, la phase publique qu'ils montent n'est pas du tout la même phase que la phase privée, dans laquelle ils en peuvent plus, ils sont fatigués, ils sont déprimés, tout ça. Donc je pense que tu peux réussir à forcer très longtemps, hein. Tu peux probablement réussir à forcer 10 ans, 15 ans. Mais c'est assez dommage parce que pourquoi est-ce que tu faisais tout ça? Tu le faisais parce que tu pensais que ça allait te rendre heureux. Voilà. Qu'est-ce que ça change du coup pour un entrepreneur dans sa réussite, alors financière, d'impact, après le mot impact, on peut mettre plein de choses, hein. Mais qu'est-ce que ça change foncièrement euh, dans le quotidien de l'entrepreneur, d'avoir finalement cet alignement et ce lâcher-prise sur l'entrepreneuriat? Bah en fait, alors je parle effectivement, il y a un, ne pas avoir peur, mais il y a deux aussi, faire ce que t'aimes d'ailleurs, qui sont deux choses qui vont ensemble, sur lesquelles l'un et l'autre sont non décorrélables, parce que au plus est-ce que tu as de peur dans ta vie, et au plus est-ce que tu es attaché à certaines choses, au moins est-ce que tu peux réellement créer la vie que t'aimes, puisque tu as des conditions qui rendent étriquées tes possibilités. Euh, et qu'est-ce que ça change du coup pour reprendre ta question? Euh, En fait, ça change vraiment tout. Ça change. C'est la différence entre. Euh, c'est la différence entre. Je vais faire une randonnée avec mes potes de 3 heures parce que je veux pouvoir prendre une photo en haut, euh, en haut de la randonnée. La vue est incroyable. Du coup, je souffre pendant 3 heures. Ça me fatigue pendant 3 heures. Je compense. Heureusement, j'ai 12 barres de céréales pour me donner de l'énergie et pour compenser. Euh, et je souffre pendant les 3 heures, mais j'ai mon moment j'ai mon shoot de dopamine une fois arrivé en haut de la montagne. Et je rentre chez moi, bon, je suis un peu vide parce que la dopamine, c'est pas quelque chose qui est durable. Et l'autre qui est passionné de randonnée, qui lui adore le fait de randonner et Mhm. pour qui la montagne est juste un prétexte pour pouvoir randonner et qui va se sentir rempli pendant les 3 heures, qui va arriver au sommet, qui va être aussi rempli de voir le paysage, mais c'était juste un prétexte, et qui va rentrer le soir chez lui en se disant, putain, j'ai passé une journée qui était vraiment extraordinaire. Alors que l'autre va rentrer le soir en se disant, OK, next, c'est quoi le prochain objectif? Mais je me sens un peu vide et j'ai besoin de me dépêcher d'aller vers un prochain objectif parce que je me sens vide. Dans ta carrière, moi, il y a un pivot qui m'a énormément impressionné, c'est il y a deux, je crois que c'était à peu près il y a 2 ans. Ouais, Alors désolé si les dates, ça matche pas, mais tu avais un business qui était plus tourné en tout cas sur le business coaching. ouais, Euh,
je sais pas si on peut dire que tu as fait un pivot ou tu as fait un changement dans ta carrière, hein, euh, toute cette philosophie-là, ça t'a aidé en fait dans ce pivot. En fait, je pense que c'est cette philosophie-là qui m'a préparé à ça, je dirais, et qui Ok. a éveillé ça en moi. Et que en 2020, je commençais à me sentir un peu vide de faire ce que je faisais. Et puis, Juste je pour comprenais. resituer, tu pourrais nous rappeler ce que tu faisais. Enfin, c'est juste pour Ouais, bah en fait, remettre le contexte. j'accompagnais des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs du service à développer leur activité grâce aux stratégies du web marketing, à gagner plus d'argent, voilà. Ok. Euh, et je commençais à me sentir vide pour plein de raisons, si tu veux, dont on pourra discuter. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai essayé de commencer à faire plein d'ajustements, mais pour me rendre à l'évidence au bout de 2 ans que en fait, je pouvais faire euh, n'importe quel ajustement à l'intérieur de cette mission et de ce Hmm. cadre-là. En fait, j'avais envie d'autre chose. Ok. Juste pour une petite précision, tu as dit que tu avais fait pas mal d'ajustements et tu as fait des ajustements pour, dans l'objectif de garder en fait cette structure, c'est ça? Ouais, Ok. et aussi dans l'objectif de retrouver de l'énergie et de retrouver de l'envie. Ok. Donc en gros, tu as passé 2 ans, enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais à avoir toute cette phase d'ajustement entre guillemets interne et externe, parce qu'il devait y en Ouais, avoir aussi dans la boîte, sans pour autant trouver l'alignement qui, toi, te permettait de t'épanouir. exactement. Ok, Exactement. Et comment est-ce que tu tiens 2 ans? Bah parce que tu as plein de shoots de dopamine qui te permettent de tenir et qui te donnent l'illusion que tu te sens rempli, en tout cas. ok. Petit point aussi, c'est quand on parle de Julien Musi, si vous ne le connaissez pas, on parle d'une personne qui a vraiment euh, comment dire, généré beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, je pense que tu étais à plusieurs millions par année. Je ne Ouais, connais pas le chiffre exact. Je le précise parce que parfois, on pourrait se dire que ça paraît simple de se dire, ouais, bah, du coup, voilà, il faisait quelques milliers d'euros, il réajustait et tout. Non, non, on parle d'une personne qui a généré beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, c'est juste pour le chiffre, déjà plusieurs millions, c'est sûr, et qui s'est autorisé, en fait, à un moment donné, à lâcher ça. Et pour moi, c'est pas une forme de courage, mais c'est la preuve, en fait, que à un moment donné, quand l'alignement, il est, on va dire, parfait, mais nécessaire, euh, ça montre que l'argent, c'est pas forcément une condition. ouais, c'est clair. Il y a vraiment ce point-là, parce que on pourrait se dire, OK, ben, il y a plein de personnes qui sont pas à ce niveau-là, qui sont dans le fantasme de dire, ouais, mais quand tu as plusieurs millions, bon, tu peux réajuster, c'est pas grave, quoi. Et en gros, en gros, il y a 2 ans, tu recommences à zéro. Comment ça se passe? Alors, pour la petite anecdote et pour lever l'objection, justement, que c'est facile quand tu as de l'argent de te réajuster. Sur le coup, oui, parce que je m'étais dit, euh, je m'étais dit à la base que je voulais. Euh, En 2019, je m'étais dit, je veux arriver à 3 millions de capital. Pour une raison, c'est que 3 millions de capital à moi, si je OK. l'investis à 6%, 6%, c'est un taux de rendement qui est relativement conservateur, qui ne demande pas de prendre de risques et de Ouais. prendre de risques sur ton capital. Et ben, ça me fait 200 000, je crois. Je dis une bêtise. Non, ça me fait. En tout cas, mon calcul, c'était que ça me faisait 180 ou 200 000 euros par an, qui était le lifestyle idéal que j'avais calculé. C'est-à-dire qu'avec OK. 200 000 euros de rente par an, ben, j'avais ce que je Tu voulais, vis la tu vois. vie que tu avais envie, J'avais quoi. la vie que je voulais et j'étais en sécurité. Donc je m'étais dit, donc dans ma tête, j'avais ce end goal, cet objectif de 3 millions d'euros de capital investi en bourse, ce que j'ai atteint en 2000, fin 2021, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis, du coup, à ce moment-là, ça a été vraiment, OK, ben, en fait, ça n'a plus de sens, puisque le but jusqu'à maintenant, c'était l'argent, et là, ça n'a Ouais. plus de sens une fois que l'objectif est atteint. Et donc, effectivement, j'ai redémarré de zéro, mais avec cette sécurité dans ma tête de me dire, ben, j'ai 2 millions de capital, j'ai 3 millions de capital, donc l'argent n'est plus une question. Et là, Hmm. effectivement, on peut se dire, bah oui, mais c'est facile du coup pour lui
de se réajuster. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que 6 mois plus tard, je déménage en Suisse. Jusqu'à ce moment-là, j'étais à Dubaï. Enfin, j'ai été à Dubaï, j'étais à Malte, j'étais au Delaware. Ben, en tout cas, différents endroits qui sont très intéressants fiscalement, ce qui m'ont permis d'accélérer Ok. cette route vers les 3 millions d'euros de capital. Hmm. Et j'appelle un fiscaliste. Du coup, on est mi-2022. Euh, je- on est fin 2022. Et je viens d'arriver en Suisse. Et là, il me dit, euh, en fait, il y a un problème dans vos montages jusqu'à maintenant Ok. et dans votre fiscalité. Donc, vous risquez, avec les rattrapages, l'amende, tout ça, vous risquez vous risquez au pire une amende de 6 millions d'euros. Et là, Sachant que dans tu es ma censé en tête, je avoir trois. passe en une conversation, je passe dans ma tête de 3 millions d'euros de capital investi, je n'ai plus à penser à l'argent de ma vie, à moins 3 millions, je suis endetté de 3 millions. Et, euh, et je me souviens, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, c'est pas rigolo du tout. Ok. C'est vraiment pas rigolo. Et je me souviens que j'ai ma chérie elle rentre et elle me voit, je pense, ça se voit sur ma tête. Il y Elle a me dit, moyen, qu'est-ce ouais. qui se passe? Et là, je m'effondre en sanglots et je dis, bah, en fait, voilà, j'ai eu cette conversation. Et, euh, et en gros, ben, il se peut que demain, je me retrouve à moins 3 millions, et que je sois endetté de 3 millions et que j'ai besoin de rembourser 3 millions d'euros. Et là, en fait, c'est tout mon rêve, toute, toute ma vie, mes 8 dernières années qui s'écroulent, en fait, comme ça, Hmm. en un claquement de doigts. Et, euh, et elle me dit un truc. Elle me dit, en fait, et je lui dis, le plus dur, c'est de pas savoir, en fait. C'est de pas avoir le contrôle là-dessus. Elle me dit, non, mais tu sais quoi, fais comme si, fais comme si t'avais rien. C'est vis comme si t'avais rien. Et comme ça, si demain tu as un problème, ben, ça change rien à ta vie. Et au moment où elle me dit ça, c'est comme une libération. Et je me dis, OK, c'est quoi les bénéfices pour moi de repartir avec rien? Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je me pose cette question, je réalise que ça me redonne le feu du début, ça me redonne l'envie du début, ça me redonne cette innocence, cette inspiration que j'avais pas, ce que j'avais plus, tu vois, cette inspiration à générer de l'argent que j'avais plus, cette inspiration à faire une différence, à développer l'entreprise, à restructurer, à, à ne pas me reposer sur mes lauriers que j'avais plus. Et, euh, et du coup, j'ai recréé comme si j'avais rien. Et ça a été vraiment une, euh, une libération, en fait, de voir que je peux ne rien avoir. Et en fait, je peux repartir à zéro. Et là, on est du coup 1 an et demi plus tard. Et ben, en 1 an et demi, j'ai recréé presque 1 million d'euros de trésorerie, tu vois. Et en fait, ça a été beaucoup plus aidant de... En fait, ça a été bien plus libérateur. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la gratitude pour ça. Ça a été bien plus libérateur de voir qu'en fait, je peux repartir de zéro et je peux recréer la même richesse, mais en faisant ce que j'aime. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais créé une richesse en faisant ce qui marche, Hmm. pas en suivant mon intuition, qui n'est pas tout ça. Et j'avais toujours ce doute de qu'est-ce qui se passe si je retombe à zéro et que je dois suivre mon intuition. Et donc, ça a été une vraie libération de faire comme si je repartais de zéro. Et ça a été aussi ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir inspirer des gens qui partent de rien. Tu vois, parce que sinon, j'avais cette objection comme à l'époque avec Carrefour, avec le fait de pas être redevenu salarié. Et pour la petite histoire, pour conclure la petite histoire, parce que sinon ça laisse une loupe dans la tête des gens, euh, en rediscutant avec plusieurs fiscalistes et en refaisant toutes les vérifications et tout, euh, je me retrouve avec le fait que en fait, je ne risque rien et que tout était bien monté. Et donc c'est comme un bonus. Et ce qui est marrant, c'est qu'à travers toute cette histoire, cet argent qui était comme un dû, je peux maintenant l'apprécier 10 fois plus parce que Hmm. j'ai failli le perdre. Donc, au final, j'ai de la reconnaissance pour avoir vécu ça. Trop bien. C'est ben, enfin, merci déjà pour ce partage, parce que ça fait du bien d'entendre que finalement c'est libérateur aussi, Hmm. entre guillemets, de tout perdre.
Et ça fait du bien aussi d'entendre un truc, en tout cas c'est à travers mes yeux et mes oreilles. Euh, tu as régénéré, entre guillemets, quasiment 1 million d'euros de trésorerie. Et moi, j'aurais apporté juste une petite précision là-dessus. Après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as aussi changé de business model et tu as changé de business, entre guillemets. Même si avec toutes les compétences que tu as, tu continues certainement d'accompagner des entrepreneurs. J'ai vu que tu avais fait une immersion il y a quelques jours ou quelques semaines. Mais à la base, maintenant, ton nouveau business model, il est plutôt tourné autour de la formation, avec une méthode de coaching, euh, pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire que tu as été en mesure de recréer de l'argent à hauteur de 1 million d'euros de trésorerie en changeant totalement, on va dire à 80% de business model. Ouais, carrément. Et surtout, la différence par rapport à avant, c'est que euh, sur ce business-là, il n'y a pas un euro que j'ai gagné sans être euh, inspiré, aligné avec ce que j'ai fait et sans pouvoir savoir que le client est satisfait, en tout cas, ou en tout cas qu'on a fait de notre mieux, et pouvoir le regarder dans les yeux et le croiser dans la rue et me dire, ben, je suis content que tu aies été client. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancien business. C'est-à-dire D'accord, que ok. l'ancien business était devenu tellement industriel que il y a certains moments où je pense que si ça avait été moi, euh, si ça avait été moi qui avait été en closing, si ça avait été moi qui avait été en livraison, j'aurais probablement pris des décisions différentes de celles qu'on a prises. Après, je crois que c'est le prix à payer d'avoir une entreprise qui grossit, Ok, mais cet argent a beaucoup plus de valeur pour moi, puisque c'est une valeur que j'ai créée en sachant que chaque euro est le résultat de ce que je suis vraiment venu faire sur cette terre, pas d'une opportunité que j'ai saisie. ok. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager, en tout cas, du coup, maintenant, comment fonctionne ton business model et qu'est-ce que tu vends, entre guillemets, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, on vend forcément quelque chose, mais Ouais, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui et pour nous montrer comment on peut vendre quelque chose qui a énormément de valeur euh, et qui semble être moins make money, en tout cas, donc ouais, moins attractif, en tout ouais. cas, entre guillemets. Du coup, c'est quoi ton business model aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un, un produit qui est l'école de coaching, qui est un produit qui représente 70%, je pense, du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'accord. Euh, c'est tout simplement 6 mois d'accompagnement dans lequel on transmet à nos clients ben, tous les outils du coaching, on les fait les expérimenter et on leur fait vivre une profonde transformation pour qu'ils soient aussi à leur tour capables de la faire vivre à d'autres. Mhm. Et ensuite, on a différents produits qui, eux, vont être des produits qui résolvent des problèmes sur tous les domaines de vie. Et je vais t'expliquer un peu l'histoire de ça. C'est que quand, quand j'ai redémarré il y a 2 ans, moi, ce qui a le plus changé ma vie, c'est ce que je te raconte depuis le début, c'est que c'est pas l'argent, c'est pas tout ça, c'est au contraire cette liberté intérieure que j'ai pu développer en parallèle de cette liberté Mhm. extérieure, sur lequel je ne crache pas, hein, je crache pas sur ma Bien liberté sûr. extérieure, mais si je devais en choisir entre une des deux, je choisirais 1000 fois la deuxième, tu vois. Je choisirais 1000 fois la deuxième. Et donc, il y a 2 ans, j'avais vraiment envie de transmettre tout ce que j'avais pu apprendre, puisque la réalité, c'est que depuis 2015, même depuis 2010, la majorité de mon temps, 70 à 80% de mon temps a été passé d'apprentissage, a été passé à me former sur le cerveau, l'humain, l'univers, la spiritualité, la psychologie, et 20 à 30% sur le business, le marketing, la vente. Et j'avais Ok. envie de transmettre tout ce que j'avais pu apprendre à ces endroits-là. Et donc, on a commencé il y a 2 ans par, du coup, repackager l'école de coaching, il y a même un an et demi, Ok. repackager l'école de C'est coaching. Mastery, c'est Et ça? puis, je me suis retrouvé il y a un peu plus d'un an à une... Et puis en parallèle, je faisais beaucoup de coaching individuel. J'ai passé Ok. un an à faire entre 30 et 45 coachings individuels par semaine Ok. parce que j'avais envie de pouvoir euh, aller en profondeur là-dessus. J'ai passé 2 ans à faire ça. 2 ans à faire ça pour pouvoir avoir le plus de cas possible, le plus d'études de cas possible, le plus de pratiques possible.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait manqué. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait ça à la base parce que j'étais passionné de coaching et j'avais créé une entreprise de coaching dans laquelle je ne faisais plus de coaching, ce qui était un peu débile, mais sur le moment, ça avait l'air intelligent. Mhm. Donc, je m'étais pas rendu compte que c'était débile. Et bref, et il y a un peu plus d'un an, du coup, je me retrouve à une fête et en fait, je parle à une personne et puis elle me parle de, euh, de ses douleurs et je vois le lien avec l'histoire qu'elle m'a racontée de son divorce, que ça apparaît dans le divorce. Je parle à une autre personne dans cette fête et elle me parle de sa prise de poids. Et en fait, je vois que je parle à 7 personnes dans cette fête et les 7, comme forcément ma priorité dans la vie, c'est de comprendre l'humain et tout ça, les 7 m'apportent des problèmes de coaching, tu vois, et que je pourrais aider et tout, mais je suis dans un contexte où c'est pas un contexte où les gens sont entrepreneurs, c'est pas un contexte où les gens ont beaucoup d'argent et ont beaucoup de moyens financiers, Mhm. et c'est quelque chose sur lequel ben, 200 ou 300 euros, ça demanderait, c'est déjà un investissement pour eux. C'est déjà un Et effort. donc, Ouais. à ce moment-là, j'ai cette vision de, en fait, j'ai envie de créer quelque chose où que ça soit mon petit cousin ou que ça soit un entrepreneur qui génère des millions, j'ai envie de pouvoir le servir et d'avoir une solution à lui proposer. Et donc, de là, on a commencé à créer différents produits qui sont, qui résolvent les problèmes les plus communs chez les humains en 2024. C'est Ok. quoi les problèmes les plus communs chez les humains en 2024? C'est euh, les addictions, que ce soit compulsion alimentaire, drogue, alcool, réseaux sociaux, bref. On a un produit sur les addictions que je délivre en live à chaque fois pour pouvoir accompagner les gens. Je passe la journée demain là-dessus, par exemple. Donc, Ok. on a 12 personnes qui viennent tous les mois sur ce produit-là. Euh, on a un produit sur les relations amoureuses. On a un produit sur euh, la famille, la parentalité. On a un produit sur la relation à l'argent, les finances. Et on a un produit euh, de pure transformation personnelle, ce qui est un week-end. Voilà, donc on a différents produits qui viennent résoudre les, les plus grosses souffrances des humains en 2024. Et notre but, c'est de pouvoir continuer à compléter ça sur des tarifs qui sont relativement abordables pour tous, puisqu'on est sur des tarifs qui sont entre 295 et entre 250 et 400 euros, tu vois, pour chacun de ces produits. Donc Ok. le but, c'est vraiment de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Merci pour cette transparence et pour ce partage. Moi, avec mes yeux d'entrepreneur et de coach, dans le sens non pas où j'aime coacher, mais j'aime apprendre aussi des autres, ce qui me marque le plus, et ça parlera à tous les entrepreneurs qui parlent toujours de marketing à fond, c'est que l'un des seuls produits que moi je vois souvent parler chez toi, c'est ton école de coaching. Mhm, Euh, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai pas l'impression de voir souvent passer des petits produits mhm, alors qu'ils sont remplis. Donc, tu as peut-être une stratégie ouais, particulière, mais ça veut dire en fait que, et c'est un partage aussi pour toutes les personnes qui ont l'impression qu'il faut être monoproduit, ce qui est beaucoup, beaucoup partagé. Je dis pas ouais, que c'est pas bien, hein. C'est juste que là, tu viens juste de casser un fantasme encore et casser en fait une idée reçue qui est, du coup, il faut avoir un monoproduit et surtout que ça. Alors que toi, ce que tu partages dans finalement la philosophie de la structure de ton entreprise, c'est en effet, tu as un produit entre guillemets phare dans lequel, euh, dans lequel tu parles beaucoup plus, que je vois en tout cas plus passer de pub. Et en attendant, c'est sûr, je suis coach, entrepreneur, je suis dans ta cible, je la vois passer. Par contre, ça t'empêche pas d'avoir d'autres produits au service d'une cible différente, c'est-à-dire que tu as des cibles différentes. Euh, Et ça t'empêche pas de faire de l'argent. Alors, au-delà du fait que tu as des compétences en marketing, en vente, en business aussi, c'est assez inspirant de voir que finalement, on peut prendre le modèle qu'on veut ouais, et réussir. ouais, carrément. Et tu vois, tout le monde, enfin, en tout cas, tous les entrepreneurs que je connaisse, pour qui la priorité, c'est développer leur business sous la forme dont la métrique est l'argent, ils disent, Mhm. tu devrais jamais faire ça. Et tu passes à côté de beaucoup d'argent. Et ils ont raison, en fait. Je laisse Ok. beaucoup d'argent sur la table en faisant ça. Euh, mais
moi, je joue sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. C'est-à-dire que dans 30 ans, je serai toujours là, en fait. Donc, je m'en fous. J'ai pas besoin de récolter tout l'argent sur la table, tout l'argent qui est disponible. J'ai pas besoin de le récolter maintenant. Je vais le récolter dans les 30, dans les 40, dans les 50 prochaines années. Et ça, pour moi, c'est un état d'esprit qui change tout. C'est un état d'esprit qui, oui, te fait laisser beaucoup d'argent sur la table à l'échelle d'un an, mais c'est un état d'esprit qui fait que euh, tes clients savent qu'ils peuvent te faire confiance. Tes clients savent que on est là pour être en relation pendant 30 ans, donc on peut se faire confiance et il va pas essayer de me refourguer quelque chose parce qu'il veut mon argent maintenant. Et c'est aussi quelque chose qui me permet de continuer à être inspiré et de, de continuer à tout simplement me lever le matin et avoir envie d'avancer, avoir envie de créer, avoir envie de servir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, est-ce que pour arriver à 10 000 € par mois en 3 mois, il faut faire ça? Non, clairement, faites pas ça. Si vous voulez arriver à 100 000 € par mois en 12 mois, faites pas ça non plus. Mais je me suis justement libéré de toutes ces injonctions et tous ces besoins pour pouvoir faire ce que j'aime et pour pouvoir réaliser la mission de l'entreprise. Parce que euh, la mission de l'entreprise, c'est d'aider le maximum d'humains à se libérer de la souffrance et vivre une vie qui les remplit pleinement. Et pour être congruent avec la mission de l'entreprise, j'ai besoin de lâcher mes peurs, j'ai besoin de lâcher mon insécurité financière et j'ai besoin de créer un écosystème qui bénéficie réellement au marché. Et pour créer quelque chose qui bénéficie réellement au marché, tu as besoin d'accepter qu'à court terme, ça te bénéficie moins. Mais je pense que tellement d'entrepreneurs sont dans une urgence, une insécurité, et on en revient à ce qu'on se disait un peu plus tôt, tu vois, avec Hmm. cette peur de salarié, avec cette comparaison, avec ce truc de... En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que tu as peur du salariat. Donc, tu te laisses avoir par n'importe quel business coach qui te dit c'est le business model pour être sûr de réussir. Donc, tu commences à créer un business model que tu détestes, un positionnement que tu détestes, mais qui commence à marcher. Et puis, du coup, tu te sens vide au quotidien. Donc, comme tu te sens vide, il faut bien que tu te motives à avoir une récompense dans le futur pour avoir une raison de te lever le matin. Donc, ta récompense, elle commence d'être à 10 000 € par mois dans 3 mois ou d'être à 50 000 € par mois dans 6 mois. Et tu peux pas lâcher cette récompense parce que tu te fais chier. Et comme tu n'as toujours pas enlevé la croyance de la peur de redevenir salarié, de manquer d'argent, de tout ça, en fait, tu es bloqué dans ton espèce de système qui te fait chier, mais tu peux pas en sortir parce qu'en sortir te ferait prendre le risque de ce vis-à-vis de quoi tu crois que tu t'es échappé, ta peur de pas y arriver, ta peur d'être salarié. Et voilà comment est-ce qu'on crée un monde entrepreneurial dans lequel 80% des gens qui voulaient ne plus jamais avoir affaire à un patron se sont créés juste un autre patron qui est leur business coach. Et ils sont prisonniers de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas transcendé la conscience qui a créé le sentiment d'être prisonnier lorsqu'ils étaient salariés, qui est la peur. Ok. Tu, tu leur conseillerais quoi à ces gens-là qui finalement viennent de s'enfermer dans une boucle infernale dans laquelle finalement ils respirent plus, ils vivent plus, ils ont cette sensation que profondément, bah, ils sont redevenus à, je n'ai pas, j'ai envie, mais je dois, il faut. Ouais. C'est quoi le message que tu aurais envie de leur partager? Est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils seraient invités en tout cas à se dire, OK, qu'est-ce qui m'anime vraiment, même si bah, je ferai de l'argent peut-être plus lentement ou pas du tout? Ouais. Alors, je pense que les premières questions que je leur inviterais à se poser, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Parce que de toute façon, mes journées vont être remplies de ce que je fais, pas de ce que j'obtiens. Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime le plus faire dans ma vie? Et comment est-ce que je peux être payé pour faire ce que j'aime le plus? Et de ces questions-là va naître un nouveau business model. Sauf que ce nouveau business model, il a probablement jamais été expérimenté par personne, puisqu'il vient de toi. Et là,
si tu veux être rempli, déjà, pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité que ça, que de répondre à ces deux questions et d'avoir le courage de créer quelque chose en congruence avec la réponse à ces deux questions. Et ensuite, je les inviterai à traverser leurs peurs, traverser les peurs qui les empêchent de s'autoriser à créer le business model qui répond à ces deux questions. Ok. J'ai- Il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans ce partage-là, c'est que personne, alors c'est peut-être un peu fort le mot, mais personne ne devrait s'enfermer dans un business model dans le sens où je fais ça parce que c'est ce qui existe, mais plutôt en fait de se dire, non mais l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. La manière dont tu résous le problème, on s'en fout un peu en fait. Le seul point qui est important sur la manière, c'est est-ce que ton client il va être réceptif ou pas à ça. Ouais, Et du coup, en gros, là, tu es juste en train de dire aux gens, et à moi-même, je le prends vraiment pour moi aussi, de dire, en fait, regarde dans quoi tu es vraiment animé au quotidien, euh, et derrière, regarde après comment peut-être limite tu serais aussi animé à le faire vivre. Même si ça n'existe pas, même si c'est peut-être pas aussi rentable que tu l'imagines. Moi, je sais que j'ai, c'est peut-être un fantasme de plutôt faire des séminaires, par exemple, ou des trucs en présentiel. Et du coup, quand je regarde, et je le dis en toute honnêteté pour ma communauté et pour les autres, je dis, ouais, ça se trouve, c'est peut-être pas si rentable que ça, peut-être qu'aujourd'hui, je peux pas me le permettre. Mais alors que ça se trouve, j'aurais 10 fois plus de clients en expérimentant quelque chose qui, au premier abord, semble pas rentable. Et j'apprécie en fait le fait que tu dises, peut-être que le business model qui te correspond doit être créé de toutes pièces par toi-même. Et ça se trouve, il va correspondre qu'à toi-même. Le reste, c'est autre chose. c'est clair. Et puis, tu sais, je crois aussi que quand tu quand tu peux pas t'empêcher de délivrer quelque chose tellement ça t'enthousiasme, tes clients peuvent pas s'empêcher de l'acheter. Et c'est surtout tu vas le faire beaucoup plus souvent. Et tu vas pas passer ton temps à essayer de créer des systèmes pour t'échapper du business que tu détestes. Et tu vas du coup pouvoir délivrer beaucoup plus de produits. Donc même si c'est moins cher, tu vas pouvoir délivrer beaucoup plus de produits. Et quand tu regardes, je vais te faire un petit calcul. Tu vois, demain je fais une journée de formation sur journée de ouais, formation, transformation, bref, sur les addictions. Je ne Ok. sais plus combien c'est, je crois que c'est 295 euros. 295 euros pour pouvoir réellement accompagner les personnes, je ne peux pas prendre plus de 12 personnes et en plus je fais venir un facilitateur. Donc au final, euh, sur la journée, ça me fait 2500 euros, tu vois, en Ouais. payant la personne, tout ça. Enfin, de 3000 euros. Bah, si j'adore ça, en fait, si j'adore faire ça, je peux en faire 10 dans le mois. Et on peut dire c'est pas beaucoup, mais en fait, C'est ça déjà me 30 fait, 000, quoi. ça rapporte pas mal. Et tu peux dire oui, mais Julien, toi, tu as une liste, tu as tout ça. Ok, mais en Ouais. fait, si tu n'as pas de liste, tu vas peut-être pouvoir faire venir 3 personnes à 95 euros. Si tu fais venir 3 personnes à 95 euros et que tu adores faire cette journée, bah en fait, ça t'a fait une journée que tu adores faire, sur laquelle tu as fait ce que tu aimes le plus, à 300 euros. Si c'est ce que tu aimes le plus faire, bah, tu peux en faire 10 dans le mois. Et si tu adores faire ça et que tu en as fait 10 dans le mois, c'est contagieux quand tu aimes quelque chose. Donc, tu as touché 30 clients, tu as touché 3000 euros et tu as 30 clients qui vont parler de toi parce que c'est contagieux ce que tu fais. Et la fois d'après, tu peux le vendre à 150. Mais pour ça, il faut être patient. Et pour ça, il faut jouer sur le long terme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme la majorité des gens créent un business pour s'échapper et pour gagner de l'argent facilement, en fait, tout ce qui leur demande du travail, ils vont pas vouloir le faire et ils vont vouloir le petit truc facile qui permet d'avoir beaucoup de résultats et ils vont s'étonner d'être déprimés et de ne pas avoir de résultats. Et même s'ils en ont, de continuer à être déprimés. Ok. Il y a un parallèle que tu es en train de partager. En tout cas, ça, c'est ce que j'entends, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, finalement, qui ont cette sensation que si c'est difficile ou si ça leur demande de l'énergie, c'est que c'est pas fait pour eux. En tout cas, c'est un truc que moi, je vois beaucoup. Là. J'adore le monde de la spiritualité. Et plus j'écoute le monde de la spiritualité,
présenté par certains, plus on entend, ouais, mais si t'es pas aligné, il y a des résistances, donc du coup, c'est pas fluide et tout. Alors qu'en fait, il y a une différence entre la fluidité de quelque chose qui passe vraiment facilement et la facilité, en fait, par exemple, à générer de l'argent. Tu peux avoir comment dire, de la fluidité dans ce que tu fais. Pour autant, c'est pas pour autant que l'argent va rentrer facilement, qu'il y a, qu'il y a cette dimension-là, en fait. C'est-à-dire que ce que toi, tu partages, en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est pas parce que c'est pas fluide, que c'est pas juste pour toi, et que c'est pas parce que ça va pas vite en termes de génération de leads, de génération de chiffre d'affaires, qu'il y a forcément un problème. C'est peut-être le temps parfait pour toi. Mais carrément, surtout que les gens comparent ça à des attentes qui sont complètement irréalistes. C'est-à-dire, Euh, Comment? enfin, Bah, en quand fait, tu dis attente surréaliste, ça veut dire quoi? c'est en fait pour que je pour que je me dise que ça va pas assez vite, Hmm. il faut que dans ma tête j'ai un standard de Ouais, c'est quoi le rythme normal. Et les gens comparent ça à un rythme normal qui est bah en fait en 3 mois je devrais remplacer mon salaire. Moi je crois pas du tout à ça. Je crois que chez les gens pour qui ça se passe très bien, il leur faut un an et demi pour remplacer leur salaire. Et ça, c'est les gens, c'est les 1% pour qui ça se passe très bien. ok, Euh, et que pour la plupart, bah, en fait, pour remplacer leur salaire, va sûrement plutôt falloir compter 2 ou 3 ans. Et je dirais même 3. ok, Et en fait, c'est un paradoxe, c'est que si je suis prêt à attendre 3 ans pour remplacer mon salaire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais m'autoriser à créer un business que j'aime et à créer un business model que j'aime parce que je me donne 3 ans et je me dis pas, ah putain, il faut que dans 6 mois, je gagne de l'argent. Et donc, je vais être enthousiaste à l'idée de faire les actions, je vais créer quelque chose qui me ressemble, je vais être enthousiaste de parler à mes clients, je vais être dans l'ouverture parce que je suis pas dans la peur, je suis pas dans la comparaison, dans putain, ça va pas assez vite. Et donc, j'agis spontanément tous les jours parce que j'aime faire ça. Et c'est justement avec cette posture où, en fait, au lieu que ça me prenne 3 ans, ça va me prendre 9 mois peut-être. Alors que si je me dis que ça doit prendre 6 mois, comme je suis pressé, je suis dans l'urgence, j'ai peur, c'est le moment où je suis le plus dans des fonctionnements très primitifs, où je vais me déconnecter de ma vérité et croire n'importe qui me dit, j'ai une solution pour que dans 6 mois, tu gagnes de l'argent. Donc je vais prendre le premier business model ou la première stratégie euh, sur lequel un coach me promet que dans 6 mois, j'ai de l'argent. Je vais me rendre compte au bout de 3 mois que ça me fait chier. Mais comme je n'ai pas compris la leçon et je suis toujours dans mon système de survie, je vais redépenser tout mon argent chez un autre business coach. Et au final, je me retrouve au bout de 6 mois à n'avoir jamais créé quelque chose de solide parce que je me suis jamais écouté, jamais pris le temps de me demander ce que j'aime, à avoir lâché 15 000 euros dans l'équation et à faire l'expérience de ce que je voulais surtout pas faire l'expérience parce que, en fait, j'ai pas accéléré la vitesse à laquelle je gagne de l'argent. J'ai accéléré la vitesse à laquelle j'ai perdu de l'argent en l'investissement chez des coachs. Et, euh, et du coup, à travers ma peur, j'ai créé l'expérience que je voulais éviter. Et c'est ce que, de toute façon, la peur nous amène toujours à vivre. Tout ce dont on a peur, on va en faire l'expérience jusqu'à ce qu'on apprenne à se libérer de cette peur. ok, j'adore. J'aime bien parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet que vous voulez dans ces podcasts, et moi, on apporte une valeur qui est assez différente de ce que je peux écouter en général. Euh, on arrive vers la fin de cette interview et de tout ce partage. Déjà, je suis vraiment trop content d'avoir eu cet échange avec toi. La première, c'est d'avoir l'opportunité pour discuter avec toi comme ça. La deuxième, c'est ces nouvel angle en fait que tu apportes à travers l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est un angle qui pour moi donne beaucoup d'espoir. Quand je dis d'espoir, c'est pas dans le sens où pas dans le sens limitant en fait, mais c'est vraiment dans le sens où on désacralise l'entrepreneuriat, on lui redonne en fait pas ses lettres de noblesse, mais un sens beaucoup plus inspirant, qui est beaucoup plus en lien sur finalement, plus tu es aligné, plus tu t'autorises à l'être, plus tu vas mettre quelque chose en place qui va peut-être fonctionner. Et si ça fonctionne pas, bah, c'est peut-être parce qu'il y a une autre manière de le faire et c'est OK pour ça.
Donc vraiment, vraiment, je trouve que c'est une pépite. J'ai hâte d'avoir les retours des gens, mais en tout cas, pour moi, c'était déjà une pépite, donc c'est réussi. Euh, si tu avais un dernier message à partager aux gens, aux toi de quand tu étais plus jeune, aux toi de demain, je sais pas. Si tu avais un message à partager, euh, qu'est-ce que tu aimerais en fait partager aux gens? Je vais peut-être me demander, me le partager au mois d'avant, ce sera plus facile. Euh, je me dirais, trouve un moyen de subvenir à tes besoins parce que tu en as besoin. Donc, trouve un moyen de subvenir à tes besoins et diminue ton style de vie au maximum. Donc, diminue ton loyer, diminue tes charges, diminue toutes ces choses-là. Cette diminution, c'est quelque chose que tu t'offres pour te donner la chance de poursuivre tes rêves et de ne pas avoir besoin de prouver aux autres que tu as de l'argent, que tu réussis. Donc, diminue au maximum ton lifestyle pour te donner l'opportunité et le temps de créer ce que tu as vraiment envie de faire, d'être, d'avoir. Euh, assure-toi quotidiennement d'avoir des larmes de gratitude pour ce que tu as déjà, peu importe ce que tu as. Et depuis cet espace-là, fais les actions que tu as spontanément envie de faire quotidiennement pour te rapprocher de ce que tu veux. Mm. Ça va dans la lignée de tout ce que tu as pu nous partager. Ouais, ouais. Euh, Dernière petite question. Alors, je l'ai piqué à un ami, que tu connais aussi, je pense, Ludovic Gukierk, qui a aussi un podcast. C'est quoi l'investissement qui t'a le plus euh, apporté à moins de 30 euros? Ah, c'est rigolo. J'en ai plusieurs qui viennent. Bah, vas-y, Ah, le partage ceux que premier, le t'aimes. plus évident, c'est, je dirais, certains livres, hein. Ok. Il y en Je aurait un pense en que, particulier que vous voudriez nous partager? ouais, euh, je dirais Devenez ce que vous êtes de Nicolas Poupin. Je dirais Un retour à l'amour de Marianne Williamson. Je dirais The Almanac of Naval Ravikant. Je dirais, Hmm. euh, je dirais euh, L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins, Pouvoir imiter de Tony Robbins. Je dirais ouais, The Value Factor de John de Martini. Je dirais The Breakthrough Experience de John de Martini. Et je dirais The Heart of Love de John de Martini. C'est les premiers qui me viennent. Je dirais Ok. Nourishing Wisdom de Mark David aussi. Euh, ouais, je dirais ça. Je regarde si j'en ai d'autres qui... Mais non, c'est spécialement ça quand même. C'est là. Donc bon, on n'est pas à 30 euros. Si on fait la liste, on est probablement à 120, mais ça vaut le Ouais, coup. mais toi, alors moi, j'adore les livres. Il y en a un petit paquet ici. Il y en avait pas mal que je connaissais pas encore. Donc, je vais prendre la liste. Mais ce qui est super inspirant, c'est que là, on parle d'une somme, 30 euros, tout le Ouais. monde l'a. Et, et moi, je vois parfois la course aux gens, en fait, de se dire que qu'il y ait un changement, ou pour que ça puisse apporter quelque chose, il faut mettre beaucoup d'argent, que ce soit dans les business coachs, que ce soit dans son développement personnel. Et en fait, là, tu viens d'apporter, alors, il y a certains, je connais les auteurs, en fait, mais pas les livres. Je connais Naval, John de Martini, je regarde beaucoup de ses vidéos en ce moment qui m'inspirent beaucoup et qui a créé un énorme déclic chez moi depuis le mois de février. Tony Robbins, je les ai lus, c'était mon premier livre, il n'y a pas très très longtemps, il y a 4 5 ans. Et c'est inspirant parce qu'en fait, ce que tu nous partages là, c'est ce que moi j'appelle la théorie des petits pas, qui est en fait, on ne demande pas aux gens d'avoir une transformation profonde, instantanée en 1 heure et de dépenser 10 000 euros dans un séminaire. On invite vraiment les gens, pour moi c'est une invitation que tu es en train de faire, c'est de leur dire, en fait, vous vous dites que vous n'avez pas les moyens, les ressources pour changer, bah déjà à moins de 30 euros, vous avez des livres. C'est clair. Euh,
Et tu Vas-y, vois, je vas-y. préciserai quelque chose aussi, c'est que dans chacun de ces livres, euh, il n'y a pas un de ces livres là que je viens de te citer que j'ai pas Mhm. lu au moins 3 ou 4 fois. Ok. Et pour certains, je les ai lus 5 ou 6. Et je crois que si tu lis un livre, tu le survoles, il va pas se passer grand-chose. Si tu étudies un livre, que tu le ponces, que tu le relis à différents moments, ça peut devenir ton guide pour le reste de ta vie. Bien. Ça sera ma dernière question. Sinon, après, je sais qu'on peut partir très très Et loin. attends, j'ai un dernier Vas-y, truc. Est-ce vas-y. que je t'ai dit les livres, mais j'ai une autre expérience à te partager sur un Vas-y. investissement à moins de 30 euros qui a changé ma vie. Euh, c'est un investissement qui a dû me coûter 25 euros, je crois. Le dernier Euh, clou. ouais, 25 euros. Qui va à l'encontre de ce qu'on s'est dit Ok. durant toute notre session aujourd'hui, mais j'aime bien finir un peu comme ça pour faire réfléchir les gens. Moi, j'aime bien que lors de mes formations ou mes conférences, les gens ressortent avec plus de questions qui sont entrées, mais des questions différentes. Voilà. Et il y a 6 mois, je crois, il y a 6 mois, j'ai un jour, je sais pas, je partage sur Instagram un Reel que j'ai fait ou un post, je sais plus, autour de l'idée que l'argent n'avait pas changé ma vie et ouais, que l'argent n'avait pas changé ma vie, que c'était ma liberté intérieure, c'était tout ça. Et puis j'ai une fille qui me suit, qui commente, qui me dit Ah, Julien, je viens de faire le séminaire de Tony Robbins et il dit que euh, si l'argent si l'argent n'a pas changé ta vie, c'est que tu n'en as pas donné assez. Et au moment où elle me dit ça, franchement, ça m'énerve. Tu sais, ça m'énerve toujours de toute façon. C'est ma première réaction, après, en général, je prends le feedback. Hmm. Mais ma première réaction, c'est toujours je suis énervé quand je partage un truc et que on me dit que j'ai tort. Mais ça, c'est juste mon ego, tu vois. Et puis, et puis je l'envoie chier un peu, gentiment, on va dire. Je dis, OK. Parce que dans ma tête, ma première réaction, c'est meuf, de quoi tu me parles? T'as pas d'argent. Tu vois? Et, et bref, je suis vraiment dans mon ego à ce moment-là. Et puis, je passe à autre chose. Elle me saoule. Et puis, en plus, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Bref, je... parce que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire parce qu'à ce moment-là, je me dis, euh, non, en fait, si c'est pour gagner de l'argent, me faire chier et le redonner derrière en croyant que le redonner va compenser le fait que je me sois fait chier pour le gagner, c'est débile. C'est un espèce d'altruisme injecté et tu dois juste vivre à travers un altruisme. Du coup, Hmm. je me dis, OK, laisse tomber. Et puis, ça, c'est le vendredi au moment où je prends l'avion pour aller à Paris. Et le dimanche soir, je rentre chez moi. Donc, j'arrive à Paris, à l'aéroport. Et à l'aéroport, hein, j'arrive, je me pose devant le resto de l'aéroport. Et là, un mec vient me voir et il me dit, j'ai pas d'argent et tout. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? J'ai faim, tout ça. Et je lui dis, bah, viens t'asseoir avec moi. Et il dit, ah ouais, et tout. Et je lui dis, ouais, viens t'asseoir avec moi. Et puis, on commence à dîner ensemble. Il me dit, il y a le serveur qui arrive. Et le serveur lui dit, tu veux quoi? Et il dit, non, mais moi, je veux rien, j'ai pas d'argent et tout. Je lui dis, prends la carte, prends ce que tu veux. Et du coup, il se prend un maxi burger, il se prend des frites, il se prend tout ça. Tu sens que le gars, il se faisait pas souvent ça. Et, euh, et finalement, il me raconte toute sa vie. Et puis, il me dit, à la fin, il sort, il me dit franchement merci parce que au-delà du repas, en fait, ce que tu viens de faire me redonne foi dans l'humanité. Et au moment où je fais ça, au moment où j'entends ça, je me dis putain, je viens de comprendre ce qu'elle m'avait dit vendredi soir. Elle vient de me comprendre que en fait, c'est pas de mon bonheur dont on parle, c'est du sien. Et que effectivement, l'argent va pas. Si je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que j'en ai pas à donner assez. C'est parce que je pense à mon bonheur. Mais en fait, quand j'en donne, je fais aussi le bonheur des autres. Hmm. Et ça, c'est un investissement qui a changé ma façon de voir les choses et qui m'a vraiment mis dans un état interne dès que j'ai l'occasion de pouvoir donner sans le faire pour moi, mais parce que ça me remplit pas, ça a pas tant d'impact que ça pour moi, mais je vois l'impact que ça a sur les autres. Et je crois que
la clé pour vivre dans un monde plus ouvert, euh, plus connecté, c'est que chaque être humain retrouve foi dans les autres êtres humains. Voilà. Top. Je pense que ce sera le mot de la fin. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, je vous invite vraiment à avoir pris des notes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, retournez écouter le podcast et prenez des notes vraiment. Et j'invite vraiment toutes les personnes à noter en commentaire ce que vous retenez. Et j'ai une précision là-dessus. Euh, j'ai pas envie, moi, que vous reteniez 36 choses, juste une chose, et de nous dire en commentaire comment vous comptez l'appliquer au quotidien ou dans votre business. Juste ça. Et si vous êtes encore là, si vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast, ce serait top à l'épisode. S'il y a des questions, moi je les partagerai aussi à Julien. Et si vous connaissez très bien Julien, allez lui poser des questions directement, ce sera plus simple. Euh, merci à toi. Merci beaucoup. Et je suis vraiment content d'avoir ce moment-là avec toi. Avec plaisir, merci pour pour ta présence et la pertinence de tes questions. Merci beaucoup. Ciao.